Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucas Magnani, chargé des publications chez Convergence. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau au cours du Forum mondial 3.0 de Convergence. Nous y parlons transition écologique et justice sociale. À mes côtés, le professeur Samir Halal, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau pour cet échange court. Comme je disais, on y parle beaucoup dans ce forum de justice sociale, de transition écologique. Cela fait partie, il me semble, de votre corps d'études. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, déjà vous présentez-vous et nous parler un petit peu de vos recherches? Je suis Samir Halal. Je suis professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. On fait partie de l'université Paris-Saclay, donc on est une composante de Paris-Saclay. Et mes thématiques de recherche, essentiellement sur l'économie du changement climatique, les transitions énergétiques et en relation avec le Nord et le Sud. Donc voilà, je travaille beaucoup avec les pays francophones et notamment les pays africains, la Méditerranée. Voilà. D'accord, donc plutôt des sujets en effet liés à la fois aux transitions au sens large et un petit peu transfrontaliers. On parle du Nord, on parle du Sud. Toutes ces aspirations à la transition, elles ne se font pas d'un coup de baguette magique. Ça coûte notamment beaucoup d'argent. L'argent, comme on dit souvent, le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les marchés financiers ont l'air plutôt de bien se porter. Est-ce que c'est plutôt un bon signe dans ce sens-là ? Oui, effectivement. Je pense que on l'a vu pendant cette journée, ce forum, notamment, je crois que cet après-midi, il y a un des intervenants, il a dit c'est pas un problème d'argent. Quand il y avait le problème du Covid, effectivement, on a sorti beaucoup d'argent pour financer la lutte contre le Covid. Je pense que le défi du changement climatique est énorme. C'est vraiment le défi majeur et on le voit aujourd'hui. Et la question centrale aujourd'hui, je pense, c'est est-ce que les marchés nous envoient le bon signal pour que les entreprises investissent dans ce que Jacques Attali appelle l'économie de la vie. Mais malheureusement, on voit plutôt les investissements sont encore orientés sur l'économie de la mort, pas l'économie de la vie, c'est-à-dire l'économie carbonée malheureusement, qui est à l'origine un petit peu de ce dérèglement climatique. Et comment se fait-il du coup que depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a une sorte de prise de conscience un petit peu globale qui s'est faite autour de l'idée que est mis en cause un certain système de production, qui est le mode de production capitaliste, dans lequel on est tous baignés à plus ou moins forte intensité, selon en effet si on se situe au nord ou au sud, les effets du capitalisme ne sont pas les mêmes sur nos corps, sur nos vies, etc. Malgré tout, malgré le fait de cette prise de conscience, on ressent malgré tout une sorte d'inertie du fait qu'il y a un écart qui se fait entre ce vers quoi nous devrions tendre pour eh bien voilà, en effet, procéder à cette transition qu'on souhaiterait tous et toutes. Et pourtant, voilà, les choses ne se font pas à la vitesse à laquelle on voudrait. Pourquoi ? Quels sont les éléments qui bloquent d'une certaine manière ? Je pense qu'il y a, sur le constat est de plus en plus partagé par tout le monde. Et puis encore une fois, la réalité, il suffit de sortir aujourd'hui à Paris et voir un petit peu la température. C'est vrai pour Paris, c'est encore plus vrai l'impact sur les pays du Sud qui sont encore plus chauds. Non seulement ils sont plus chauds, mais aussi ils subissent le contre-coup de la conjoncture économique mondiale aujourd'hui, notamment de l'inflation. Peut-être on en parlera tout à l'heure. À mon avis, il y a 2-3 éléments de confusion sur lesquels, et même aujourd'hui, enfin, j'ai entendu un petit peu, lesquels ça nécessite un éclairage et dans tous les cas un débat. Le premier élément de confusion, c'est le débat sur la croissance ou la décroissance versus décroissance. Je pense que la croissance carbonée est à l'origine de ce dérèglement climatique et plus de croissance carbonée, ça veut dire plus d'inégalité, plus d'injustice. Donc ça, c'est à mon avis, c'est un débat qui nécessite une réflexion approfondie autour de ça. Et justement, notre frugalité
comme on a dit ce matin, et notre modèle, notre style de consommation, modèle de développement aujourd'hui, en tous les cas, il faudra le revoir, le revisiter pour pouvoir desserrer un petit peu ces contraintes. Donc la première confusion, c'est ce débat croissance versus décroissance. La deuxième confusion, et ça nécessite effectivement un éclairage, un approfondissement, c'est le discours environnementaliste a envahi tous les acteurs. Tous les acteurs sont appropriés ce discours-là, mais malheureusement, la dominante plutôt, c'est du greenwashing qu'autre chose. Donc il y a une nécessité de clarifier le débat autour de ce qu'on appelle la croissance verte. Et le troisième point qui nécessite en tous les cas un débat et approfondissement, justement tout ce qu'on a, tout le débat autour de l'articulation entre l'urgence, donc le court terme, et le long terme. Le problème du climat, c'est aujourd'hui. Si je regarde l'Afrique, parce que c'est là où on a une concentration des pays les plus vulnérables, les plus impactés, la Méditerranée et l'Afrique, des pays les plus vulnérables au changement climatique. Donc si on regarde ce débat-là vu d'Afrique, il y a une double peine. La première, c'est la consommation qu'ils ont subie. Donc tout le débat sur la réparation qu'on a vu fleurir dans les dernières COP notamment. Et Kerry, le conseiller de Biden sur ce dossier-là, il a donné une réponse il a fermé la porte par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un débat un peu compliqué. Hein, si on ouvre le volet de réparation, donc ça peut aller très loin, tu vois, l'esclavagisme, donc ça peut aller très loin. Je pense sans ouvrir le débat sur la réparation, déjà vu d'aujourd'hui, hein, les pays du Sud subissent les contraintes, les émissions actuelles qui sont responsables un petit peu du dérèglement. Donc il y a dans ce débat-là, donc je disais, il y a l'articulation entre l'urgence, le court terme et le long terme. Et à mon avis, on ne peut pas les opposer. Il faut que les politiques publiques intègrent cette dimension long terme dans les politiques publiques. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous disiez à propos du décalage d'analyse qu'il faut avoir entre les pays développés et les pays en développement, qui cause quoi et qui en subit le plus les conséquences. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on utilise encore certains qualificatifs de développé ou sous-développé ou en développement. Disons qu'en tout cas ces qualificatifs font un petit peu sont un petit peu, disons, donnent un petit peu à réfléchir, étant donné que on se rend compte que le modèle de croissance sur lequel on s'est fondé, sur lequel aujourd'hui les pays développés sont qualifiés de pays développés, on voit aujourd'hui les conséquences que ça entraîne sur le plan climatique, sur le plan social, et par opposition sont qualifiés de en développement ou sous-développés, des pays qui subissent le plus le réchauffement climatique. Donc, de manière prospective, comment est-ce qu'on pourrait peut-être... quel serait, par exemple, un pays dont on pourrait qualifier qu'il est développé demain, eu égard au fait que, en effet, le biais, le prisme de la croissance économique n'est pas forcément viable pour qualifier un pays de développé ou non? Alors, revenons sur les chiffres. Hein. Et un chiffre, un chiffre qu'on peut citer, 10% de la population mondiale émettent plus de 40% de carbone aujourd'hui. Et donc, effectivement, on a l'impression qu'il y a un droit à polluer
pour ce qu'on appelle les ultra-riches ou les riches par rapport à ça. Donc là, effectivement, il y a une obligation presque morale pour les ultra-riches, pour financer justement les pauvres. Pas uniquement pour les faire sortir du sous-développement, mais pour l'intérêt commun de la planète, pour l'intérêt commun. Donc ce financement-là est nécessaire aujourd'hui. Il est d'autant plus nécessaire que l'inflation aujourd'hui, en Europe par exemple, a des conséquences sur le remboursement de la dette des pays du Sud. L'augmentation des taux d'intérêt impacte directement justement les pays du Sud. L'augmentation du dollar impacte les pays du Sud. On voit très bien que ces pays-là subissent non seulement le carbone des ultra-riches, mais aussi les choix économiques qui sont là. C'est-à-dire quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement réfléchir sérieusement sur un système de finance, de solidarité internationale qui aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde ce qui se fait au niveau de la gouvernance internationale, pour prendre un exemple, le dernier sommet du G20 des ministres de l'Environnement en Inde, qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines en Inde, il n'y a pas eu d'engagement pour limiter les émissions du gaz à effet de serre. Or, on sait qu'aujourd'hui, c'est mortifère pour tout le monde, ces aspects-là. Donc là, on est dans un emploi du temps qui est plus uniquement sur les promesses. On en attend évidemment, notamment de ces sommets-là, mais c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de cette articulation nécessaire entre le court terme et le long terme. On sait qu'à long terme, on a des objectifs de régulation de nos consommations carbone qui sont absolument nécessaires. Au court terme, il y a aussi des enjeux liés à la société civile, à la manière dont voilà, tout le monde puisse être intégré dans ces transitions qu'on souhaite voir se faire le plus rapidement possible. Voilà, donc à retenir de ce que vous dites, aucun fatalisme, et finalement tout est affaire finalement de décision et de courage politique. Absolument. Moi, je pense que ce débat est essentiellement un débat politique, un débat de choix démocratique. In fine, c'est pas de l'expertise, in fine, c'est le vote des électeurs, le choix démocratique dans les différents pays qui peut envoyer la bonne majorité pour orienter les choix publics vers ces priorités qui sont, je répète, c'est vraiment un défi majeur pour tout le monde. Donc, sobriété et puis financement de la coopération internationale prioritairement sur l'économie, la sortie du carbone. Et se détourner de l'économie du carbone. Donc la priorité, c'est l'habitat, le transport, l'efficacité énergétique. Voilà. Il faut que les programmes de coopération soient fléchés d'une manière massive et significative vers ces priorités-là. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et voilà. Donc sobriété et solidarité. Sobriété, solidarité et surtout, et on l'a vu avec le forum d'aujourd'hui, zéro exclusion, carbone, pauvreté, intelligence humaine et coopération entre les différents acteurs, transfert de savoir-faire, réseautage. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Je pense que le forum d'aujourd'hui est utile pour essayer de faire passer ces messages-là. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Et je pense que ça peut être une bonne manière de repenser un petit peu, eu égard voilà, à vos réflexions sur le sujet, la manière dont on veut s'engager vers un avenir un petit peu plus inclusif, un petit peu plus respectueux de l'environnement et voilà, pourrait adapter un petit peu nos rythmes de vie à ceux de la nature. Voilà. Merci pour votre invitation. Merci.